Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Je m'appelle Céline Guerrero, je suis pédagogue, maman et je milite pour développer le plein potentiel de chaque enfant. Sur ce podcast, vous retrouverez des interviews d'éducateurs Montessori, de psychologues, de docteurs en neurosciences, enfin bref, de spécialistes qui vous apporteront des pistes pour que vous puissiez agir avec les enfants qui vous entourent. Pour cette première interview, vous allez faire connaissance avec Benoît Dubuc. Il est formateur à AMI, l'association Montessori Internationale, et directeur de la formation 6-12 à Archamps depuis 2013. Je n'ai pas fait de montage, je voulais garder la spontanéité de notre échange. Je pense que vous allez vous régaler. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir avec cette première interview. Allez, je laisse place à ma conversation avec Benoît. Bonjour Benoît, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Oui. C'est gentil. Le plaisir. Alors, vous avez consacré toute votre vie à l'éducation et j'aimerais que vous nous racontiez les grandes étapes. Voilà. D'où vous êtes parti, où vous êtes aujourd'hui. Bon, je vous dirais, j'étais intéressé à l'éducation bien avant d'exercer le métier. Je crois avoir reçu une bonne éducation scolaire, une bonne éducation familiale aussi, mais au plan scolaire, j'ai vécu des belles années, surtout l'adolescence, là. Alors, on garde à ce moment-là, on a des souvenirs, et ceux-ci sont liés au début de notre éducation, donc des souvenirs prégnants qui vont influencer le reste. Dans la vingtaine, j'étais pas en éducation vraiment. Ma famille était intéressée à l'éducation, mais moi j'étais plutôt, j'avais une habileté en mathématiques, alors j'avais commencé plutôt en actuariat, c'est-à-dire des trucs qui concernent, je sais pas moi, les fonds de retraite, des trucs gouvernementaux, d'assurance sociale, des trucs généraux comme ça pour m'apercevoir que le métier comme tel m'intéressait pas. Et j'ai décidé là à ce moment-là de me retourner vers l'éducation. Et puis c'est en travaillant à l'université comme prof en éducation que je me suis rendu à l'évidence que les systèmes réguliers avaient des problèmes, puis j'y suis arrivé parce que je formais des profs et puis les gens qui terminaient leurs études revenaient nous voir 2 ans après et le système les avait un peu démolis. Parce qu'on avait pu essayer de réinculquer d'aspiration, de dépassement. Tout ça était par la machine, je dirais, du système d'éducation. Tout ça se détruisait un peu. Je me dis, il y a quelque chose qui va pas. Et si on peut dire, j'étais payé pour chercher. Alors, je me suis mis à chercher qu'est-ce qui allait pas. Et je suis arrivé à travers tout ça par la philosophie. Un auteur, à un moment donné, mentionnait Montessori. Et je me suis mis à lire Montessori. Et bien, j'ai dit, oui, c'est ça qu'il faudrait. C'est pour ça. En gros, moi, j'arrive d'une formation en psychologie humaniste. J'ai fait une formation en Californie, là, à l'époque. Et puis, alors, Carl Rogers, Liberté pour apprendre. En gros, l'apprenant doit être engagé dans ce qu'il fait pour que les apprentissages aient lieu et qu'on ait une chance de développer une personne et pas seulement des connaissances ou des éléments de culture, mais une personne qui a grandi. Alors, je partais avec cette idée-là et quand je suis tombé sur Montessori, j'ai vu que elle allait plus loin dans le sens où, oui, liberté pour apprendre, mais elle avait même un contenu quant à ce qu'il y avait à apprendre. Et si on s'arrête au primaire, un jeune, au 2e plan de développement, ça veut dire de 6 à 12 ans, cherche à comprendre tout ce qui l'entoure. Ah bon, ça allait plus loin que simplement la liberté pour apprendre. La liberté pour apprendre, ça avait apporté toutes sortes d'approches comme la pédagogie ouverte, l'approche, je dirais, démocratique aujourd'hui. Et le problème qu'il y a avec ça, c'est que j'avais l'impression, moi, que l'équation était inversée. L'équation, c'était qu'on partait du fait qu'on disait les enfants sont victimes du système des adultes. Alors là, on tourne l'équation à l'envers, puis on dit maintenant, les adultes vont être victimes des enfants qui ont toutes sortes de désirs.
Et ça pose des problèmes. Et je l'ai vu dans les écoles, les gens qui faisaient ça, les yeux cernés, à moitié morts, roulement de personnel dans les écoles. Ben oui, ça peut pas aller. Un enfant, a priori, il est ignorant, il va à l'école pour apprendre. Alors, il y a un rôle à jouer par l'adulte, ce qui ne veut pas dire que l'adulte doit enlever toute liberté à l'enfant, mais plutôt essayer de l'aider dans un cheminement qui est plus naturel, mais alimenter ce cheminement-là. Et normalement, si l'ambiance est correcte, ben l'apprentissage va se faire. Depuis le temps que je suis avec Montessori, je vois bien que ça fonctionne. Mais ça fait plus de 100 ans que Montessori existe, ça fonctionne. Ça va très bien. Et on aide à développer des personnes entières et non pas des petites machines à connaissance, mais qui ne s'appartiennent pas. Oui. Et je suis pas sûre d'avoir bien compris, mais j'ai l'impression que vous avez comparé avec les écoles démocratiques. Hein? C'est ça, vous avez voulu faire un pas. Là, le mouvement, de nos jours, il y a un mouvement pédagogique, école démocratique. Oui. Bon. Et puis, le mouvement démocratique, quand il s'agit du contenu, c'est plus vague. Oui, parce que du coup, moi, mon cœur a balancé pendant quelques années entre Montessori et les apprentissages autonomes, donc les écoles démocratiques. Bon, là, il est revenu plus du côté Montessori, mais en fait, c'est mon analyse, mais en fait, j'ai l'impression que dans les écoles démocratiques, on laisse vraiment les enfants vivre. Et moi, un jour, quelqu'un m'avait répondu, si l'enfant veut être déguisé toute la journée et courir autour de l'école, il peut. Et du coup... C'est ça, en fait, qui me fait peur. Enfin, il n'y a pas le cadre comme dans la pédagogie Montessori. Oui, exactement. Oui. C'est-à-dire que c'est comme si on disait... vous connaissez peut-être Libre Enfant de Summerhill? Oui. Libre Enfant de Summerhill, dans les années, je ne sais pas, 50-60, c'était une approche à peu près comme ça. Mais c'était une approche qui permettait à des enfants qui avaient été, je dirais, bousculés profondément par le système ou par leur éducation à la famille, et à qui il fallait donner énormément de liberté pour reprendre pied. Mais une fois qu'ils ont repris pied, et là, un enfant normal va vouloir apprendre comment les choses fonctionnent. Alors, on n'est pas dans... Vous savez, moi, j'en ai eu des enfants dans ma classe. J'ai des petits-enfants qui étaient... des jeunes là, qui étaient très... très moteurs, si vous voulez. Très actifs. Bon, écoute, là... T'as envie d'aller dehors puis courir autour de l'école? Oui. OK, on y va. Puis on trouve quelqu'un, notre adulte, qui va pour surveiller. Puis oui, il va courir autour de l'école. D'accord, OK, maintenant, on commence. Est-ce qu'on peut t'intéresser à quelque chose? D'accord? C'est pas d'empêcher ce genre de choses-là, mais c'est de le canaliser. Oui. Parce qu'effectivement, il y a des dépenses d'énergie parfois qu'il faut permettre, il faut trouver une façon de le canaliser. Et j'ai l'impression que l'enfant a quand même besoin d'un cadre et d'un guide, que l'adulte est vraiment un guide et que l'enfant ne peut pas apprendre tout seul, même si l'environnement est riche, mais tout seul, c'est compliqué. Oui, en fait, c'est tout seul parce que le problème qu'il va y avoir, si vous permettez le terme, ça va être l'inefficacité totale, ça va être essai-erreur. Alors que si on va à l'école ou si un adulte, l'adulte peut... si vous faites Montessori, on a ce qu'on appelle des présentations. Dans une école classique, ça serait une leçon. Vous allez montrer comment quelque chose fonctionne. Et là où il y a une petite différence entre, je dirais, Montessori et un enseignement plus traditionnel, c'est que je vais faire une présentation en fonction de ce que j'ai pu percevoir de l'intérêt de l'enfant, pour un, et pour deux, je vais m'attendre à un travail à la suite de ça, mais c'est pas nécessairement moi qui va dire quel va être le travail, mais je vais m'y attendre. Donc, je crée une culture de travail dans la classe. Et le travail est attendu. On est à l'école, on est là pour apprendre des choses. Donc, l'enfant n'est pas laissé à lui-même. Mais dans le travail, et s'il me propose le travail, il va y avoir différentes possibilités qui vont se produire. S'il y a plusieurs enfants, il va y avoir encore plus de possibilités. Donc, c'est pas le cahier de travail ou le manuel qui décide de l'activité à faire. Je vais demander un niveau d'initiative, un niveau d'engagement, et puis et les enfants vont, si on démarre ça assez jeune,
il n'y a vraiment pas de problème. Là. Les enfants vont se lancer et puis vous allez les accompagner. Vous les laissez faire comme ça. Les accompagner, vous suivez ce qu'ils font. Mais ce qu'ils font a été déclenché par votre présentation. Donc, vous, l'adulte, vous savez qu'est-ce que c'est que l'enjeu. Si j'étudie en histoire, je sais pas moi, les besoins fondamentaux des êtres humains, ben avec une grille comme celle-là, je peux étudier n'importe quelle culture de n'importe quelle époque. D'accord? Et après, je dis, bon, ben il y en a une qui l'intéresse, ou c'est parti d'un intérêt pour, je sais pas, les Vikings. Ah oui, les Vikings, bon, à quelle époque? Bon, ben, les Vikings, ils vivaient comment? Bon, ils se déplaçaient, oui, en dracard, d'accord. Il y a une partie qui était guerrière, alors ils se promenaient un peu partout. Si les enfants sont un peu plus vieux, ben c'était un petit peu matriarcal d'une certaine façon parce que la femme qui restait à la maison, elle était propriétaire. C'était son truc à elle. Alors que les autres s'en allaient sur les mers. Bon, ben quand tu reviens, là, tu rentres dans le truc que j'ai organisé, puis tu remets pas tout à l'envers. Bon. C'est des trucs de vikings. Alors, moi, j'ai une grille qui me permet à un enfant de dire, il mangeait quoi? Il se déplaçait comment? Qu'est-ce qu'ils habitaient comme bâtiment? Et au plan, je dirais, plus spirituel, bon, est-ce qu'ils avaient une écriture? Est-ce qu'ils avaient des systèmes de mythes? Là? Est-ce qu'ils avaient des religions, tout ça? J'ai un équipement que je donne à l'enfant qui s'appelle dans notre cas les besoins fondamentaux. Ben, vous retrouvez ça en histoire partout. Mais lui a choisi les Vikings. Alors moi, je suis en train de le faire travailler en vertu d'une grille qui est reconnue par la science de l'histoire, mais que l'enfant va appliquer à un intérêt immédiat. Alors je suis en train indirectement de penser toutes les structures du savoir. Quand il finit son primaire, il a intégré toutes les structures du savoir en maths, en géométrie, en langage, en français, en histoire, biologie, toutes les musique, les arts, et ainsi de suite. Quand on le fait comme ça, l'enfant se retrouve dans une ambiance qui est cadrée, si vous voulez, mais il est autonome là-dedans. Il peut assumer une liberté de choix. Et en faisant ça, ben, il va se construire. Il ne va pas se construire. S'il n'y a pas de liberté, il ne peut pas se construire. Il se soumet. À la limite, ben, on en fait un beau névrosé. Parce qu'il se soumet toujours à la volonté de quelqu'un d'autre. Et lui, où est-ce qu'est son appartenance, là? Alors, comment je résous l'équation s'appartenir et apprendre? Ben, on le fait par un environnement, par une espèce de système d'activité, d'encadrement, et puis, on y arrive très bien. Les enfants se retrouvent là-dedans parce que ça correspond à ce qu'ils cherchent à faire dans ces âges-là. Oui. Et donc, allez-y. Et en fait, si j'ai là dans ce que vous dites, l'enfant a le choix du sujet qu'il va étudier, et une fois qu'il a choisi, par exemple, s'il s'intéresse aux Vikings, vous allez lui poser des questions pour qu'il puisse approfondir son savoir, mais c'est pas vous, en fait, qui allez lui apporter le savoir sur un plateau. Voilà comment il mangeait, voilà comment il se déplaçait, etc. Oui, mais en même temps, je vais l'aider à aller. Vous savez, si là, tu t'intéresses aux Vikings, très bien, tu fais une recherche, puis là, je le laisse aller. Non. Je vais voir qu'est-ce qu'il est capable d'aller chercher. Je vais l'aider à trouver des éléments d'information. Si j'ai des livres dans la classe, on va aller les regarder. S'il n'y en a pas, bon, ben, on va se faire une petite sortie qu'on appelle, là, comment on va faire pour aller à la bibliothèque chercher les livres qu'il nous faut pour pouvoir faire cette recherche-là. Donc, je suis en accompagnement tout le temps. Je suis en accompagnement d'un processus créateur. Je suis pas dans un accompagnement d'un exercice de répétition, d'exercice. J'ai un enfant qui est engagé profondément dans sa démarche. Et moi, je suis là en accompagnement. Donc, j'ai un rôle d'adulte à jouer. Le petit de l'homme a besoin de l'adulte. C'est un mammifère. Puis chez tous les mammifères, il y a des parents qui s'occupent des petits. Là. On n'est pas dans l'abandon. On n'est pas dans l'abandon des enfants eux-mêmes. Et on ne peut pas réinventer la culture à chaque génération. Oui, on est obligé de s'appuyer sur tout ce qu'on a découvert dans les générations précédentes. Ben, effectivement. Vous savez, quand j'avais eu un petit projet, j'avais des enfants de 6 à 9 ans, des jeunes filles
qui s'est intéressé à un moment donné à la mode. Oui. Tu sais, je sais pas, la mode, c'est très actuel, là, c'est aujourd'hui. Alors, moi, j'ai essayé d'apporter, alors on a des trucs en histoire sur l'histoire des vêtements. Donc, j'ai sorti une nomenclature là-dessus, puis comment on s'habillait, dépendant des époques et tout ça. Bon, ils ont regardé ça, mais ils sont venus avec leur mode. Bon, la mode. Puis là, ils ont dit, bon, ben, on pourrait dessiner. Vous voulez dessiner ce que vous avez en tête? Bon, ben, les petites filles, ils sont mis à dessiner leurs trucs, puis ils ont trouvé dans je sais pas, des espèces de cahiers de dessins de mode. Alors, ils sont intéressés. Puis, pour vous donner une petite anecdote, il y a une petite de 6 ans qui vient me voir à un moment donné parce qu'elle était avec elle, les autres, surtout parce qu'elle voulait être avec les grandes. Parce que, regardez la question, elle me demande, Monsieur Dubuc, là, la mode, c'est quoi? Elle n'avait aucune idée de ce que c'était la mode. Mais elle voulait être avec les grandes qui faisaient un projet sur la mode. Oui. OK, alors. Et c'était possible. Et alors, les plus vieilles ont trouvé un rôle à jouer dans toute leur recherche. Et puis, tout ça, ça a amené, ils avaient leur dessin. Je dis, ils étaient vraiment impliqués. Alors, pour pas perdre cette énergie-là, j'ai dit, est-ce qu'on ne devrait pas aller voir, je sais pas, une école de mode? On irait voir comment ils font. Ouais, mais tu savez, ils ont pas 9 ans, là, ils ont 8 ans, là. Comment est-ce qu'on fait pour aller à une école? Il faut prendre un rendez-vous. Comment on fait pour prendre un rendez-vous? Ben, il faut appeler, il faut téléphoner. Oui, mais je fais quoi une fois qu'ils ne savent pas comment demander un rendez-vous? Ils sont des petits. Alors, il faut que je sois là à chaque étape. Puis en fait, je fais exprès pour leur montrer comment ça marche dans notre culture, prendre un rendez-vous. Et en parallèle, sans qu'elles le sachent, j'ai appelé l'école la veille qu'ils allaient appeler. J'ai averti les gens de recevoir un appel demain d'un groupe d'enfants qui voudraient visiter votre école. C'est possible, vous pensez? Oui, pensez à un rendez-vous que vous pourriez avoir avec eux. C'est ce qu'ils vont vous demander. D'accord? De sorte que l'apprentissage de prendre un rendez-vous dans la culture environnante va fonctionner. Ils vont avoir une expérience positive. Ils étaient, je sais pas moi, 5, 6 filles. Et puis, il y en a 2 qui étaient plus... et puis, quand il a fallu appeler, c'était... Ah ben moi, je peux pas appeler. Là. Alors, finalement, il n'y en avait seulement qu'une qui pouvait appeler, qui avait le courage de faire ça. Alors, l'autre prenait des notes. Alors, vous auriez dû voir l'attention qui... Alors, je dis, bon, on va faire quoi? Je les ai pratiquées. Vous allez faire quoi? Vous allez, comme ça, signaler, vous allez dire quoi? Là? Ça va dire « Allô? » Puis vous allez dire quoi? Ben, non, il faut penser à tout, là. Alors, je dis, bon, j'ai continué avec elle. Bon, ben, présentez-vous. Je m'appelle, moi, ce qu'elle s'appelait, Giulia Lazzaroni. Je m'appelle Giulia. Et je suis à l'école Montessori. On fait un projet sur la mode. Est-ce qu'on pourrait venir visiter votre école? Ah bon? Et comme j'avais appelé la veille, la personne a répondu en fonction de ça, tout allait. Mais vous voyez l'apprentissage alors c'est tout la communication orale qui est en jeu en français, c'est avoir préparé les choses. L'autre qui écrivait les notes, les réponses, il était complètement à l'affût. La réponse, oui, vous pourriez. Bon, à quel moment? Puis là, on prend les heures, on prend les dates, puis j'ai tout fait ça. Là, après ça, ils retournent voir leur groupe. Puis moi, j'ai fait tout mon français avec ça. J'ai fait tout. Les questions sociales qu'on fait à l'école primaire, tout ça, toutes mes matières y passent. Mais pour un projet qui les intéresse. Ben oui. Ils sont allés à l'école, ils ont été bien reçus, ils ont appris à dessiner ils ont vu comment, au niveau du dessin, il y avait des techniques qu'on leur avait montrées qui correspondaient à ce qu'ils ont vu là-bas. Bon, ben, c'est dit, bon, c'est réinvesti tout ça. Et alors, si on y va, comment on y va? Ben voilà, faut y penser, là, puis ben, il faudrait avoir peut-être des parents, ou bien on prend le bus, ou bien qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut qu'ils aient prévu tout le trajet. Et j'ai des parents accompagnateurs qui sont eux entraînés. Ils sont entraînés à ne pas intervenir. Ils se font dire où aller, comment y aller. Ils n'interviennent pas. Il faut que je les entraîne parce qu'ils veulent prendre ça en main. Non. Vous êtes là pour les accompagner. Vous êtes là. S'il y a un problème de sécurité, vous prenez en main les choses. Bon. Mais autrement, c'est leur truc. Tout ça est préparé. Si l'enfant tourne à gauche alors qu'il fallait tourner à droite et qu'au bout d'une demi-heure, il ne s'est toujours pas rendu? On va à gauche. Oui. On se perd. Mais là, on fait quoi?
Ben, il y a toujours un adulte pour les dépanner, mais j'avais, moi, en tête un exemple, un collègue qui était prof à Washington. Il prenait le métro à Washington, puis il était avec un groupe comme ça, puis il était l'adulte, là, et puis il s'en allait dans le mauvais sens dans le métro. Ben, les enfants, puis tout à coup, ils s'en sont rendus compte. Il n'a rien dit, lui. Et puis, ils ont dit, bon, on va sortir la prochaine, puis on prendra dans l'autre sens, puis ils sont organisés, ils sont pas fous. Et s'il y avait eu un problème de sécurité, là, tout de suite, là, c'est autre chose. Là, l'adulte prend en main les choses. Tout ça fait en sorte que je les aide à faire des choses qu'ils veulent faire dans ces âges-là. Ils veulent pouvoir interagir dans la culture. Et puis donc, il y a des occasions comme ça sur un projet où c'est comme, c'est pas des activités, j'ai envie de dire, livresques, de programmes. C'est des activités réelles. Ben oui, la vraie vie. La vraie vie, puis on les aide à l'apprendre. Comment on fait? Quand on a fini, on fait un projet avec ça. Peut-être qu'il faut remercier les gens qui nous ont reçus. Bon, on écrit les lettres, donc l'écriture revient. Et puis, il faut la corriger, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur. Bon, ben, on a la correction orthographique ou grammaticale. Toutes les activités scolaires vont y passer, mais dans des activités dans lesquelles les enfants peuvent s'engager par intérêt. Si vous faites ça, ça marche. Les enfants sont contents de venir à l'école, ils se dépêchent, ils veulent travailler, ils veulent faire leur projet, ils veulent faire tout ça. En attendant, ils ont en parallèle des activités en mathématiques, des activités en géométrie, des activités en histoire, mais ils ont leur projet à développer. Oui, un projet qui a du sens pour eux et qui est relié à la vraie vie, en fait, hein, où on leur apprend à être autonome et on leur fait confiance aussi. Puis on leur montre comment on fait. Par exemple, si on parle avec des adultes, ben, comment on pose des questions? Comment on écoute les réponses? Il n'y a rien qui est inné là-dedans, là. C'est tous des trucs d'éducation pour apprendre à faire ces choses-là. Mais ils l'apprennent en réel. C'est vrai. C'est pas virtuel, là. C'est pas un truc imaginé. C'est un truc, on va le faire en réalité. Et la posture de l'adulte, elle est complètement différente par rapport aux écoles traditionnelles. Du coup, pour vous, c'est quoi? Enfin, quelles sont les qualités, vraiment les qualités principales à développer quand on accompagne des enfants comme ça au quotidien? Ben, vous voyez, quand on dit que c'est très différent. Moi, je me rappelle du film Être et avoir, qui était tourné ici en France. Puis quand vous voyez ce film-là, ben c'est la même chose que nos écoles Montessori, ça. C'est une école régulière. Qu'est-ce qu'il fait le prof, là? Il est constamment avec eux. Il fait, quand un enfant a des difficultés, il va parler avec lui. Il fait le développement moral, il fait le développement social, il fait le développement affectif. Il les aide à s'exprimer. Il fait la même chose qu'un prof Montessori fait. C'est le cœur de l'éducation qu'on est en train de faire. On ne perd pas de vue. On ne perd pas de vue que cet enfant-là essaie de s'intégrer, de comprendre comment les choses fonctionnent. Alors, c'est ce qu'on fait avec Montessori, mais on peut le faire dans le régulier. Être et avoir le démontre. La posture, prenez l'exemple d'être et avoir. Qu'est-ce qu'il fait le prof? D'abord, il est certainement bienveillant. Et ensuite, c'est quelqu'un qui est profondément intéressé d'entrer en relation avec l'enfant. C'est pas quelqu'un qui est un robot qui donne un contenu de programme. Et ça devient trop souvent comme ça. Prenez vos livres à la page 24, on va faire je sais pas quel exercice, puis alors l'adulte puis les enfants sont là, on fait l'activité. Plutôt quelqu'un qui est capable d'être en relation. Quelqu'un qui est intéressé à la culture, qui a toujours un intérêt, il a entendu à la radio, il a vu à la télé, il a lu un documentaire, il y a quelque chose à apporter à la vie du groupe. Ce qui n'est pas la posture du prof, de l'enseignant, de l'adulte Montessori en 3-6. Quand l'enfant est plus jeune, la posture est complètement différente. On fait autre chose. La volonté de l'enfant de ces âges-là, c'est en grande partie, maîtriser le mouvement, maîtriser son environnement immédiat. Alors, il y a toutes sortes d'activités très kinesthésiques, très pratiques, qui sont faites avec l'enfant. Alors, on lui montre comment fonctionnent les trucs et on disparaît. Et on le laisse pratiquer.
Ouais. On ne fait pas ça au primaire. Au primaire, c'est l'esprit grégaire, on est un groupe, on fait des choses et on est dans les situations très difficiles, je dirais, situations très particulières et qui seraient difficiles, ben on va être la référence, on va être l'arbitre, on va peut-être, s'il y a des conflits, bon, au tout début, vous allez par votre conduite montrer comment une arbitre se comporte, mais à un moment donné, vous allez passer aux enfants la résolution des conflits. Il va y avoir une arbitre, puis l'arbitre, à la longue, peut être même plus jeune que les deux qui sont en conflit, pour résoudre le conflit, pour apprendre à vivre ensemble. C'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui veut aider les enfants à apprendre à vivre ensemble. Comment on vit ensemble? On est 20, 30 enfants là, dans un groupe, là. Et puis, comment on va faire pour vivre ensemble? Il faut qu'il y ait des règles. Comment on va se respecter? Comment on va se parler les uns aux autres? Il faut qu'un adulte soit intéressé à ces choses-là. C'est ça le métier. En plus d'avoir des connaissances, ça prend de la formation. Les générations spontanées, là, ça n'existe pas tant que ça. Là. Il faut être qualifié. J'avais juste une petite anecdote qui m'est arrivée la semaine dernière. Une maman, dans le cours, un bébé. Son bébé n'est pas là, est pas loin. Et puis, le bébé a faim. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met à gémir un peu, puis on l'entend. Et je vois la mère qui bouge pas. Bon, puis, en la taquinant un peu, je dis, bon Dieu, est-ce que c'est une mère dénaturée à laquelle j'ai affaire ici? Tu en rigolant? Elle dit non, il doit attendre 10 secondes. Elle était à une étape où le bébé est habitué d'être allaité. Là, il pouvait attendre un peu. Bon, je te manifeste, mais c'est pas instantané. D'accord? Pour apprendre à accepter le délai. J'ai affaire à une éducatrice. C'est une maman qui aime son bébé, mais qui éduque son enfant, qui l'aide à vivre avec un délai. Puis ça a été vraiment 10 secondes. Là. Il y a juste un petit délai. Puis j'imagine que le délai va s'allonger. Et puis le bébé, il y avait certainement 2 mois. Là. Il y avait certainement, j'étais pas un nourrisson qui vient d'arriver au monde. Là. Alors là, apprendre à accepter un délai. Pas une réponse instantanée tout le temps. Bon, tout ça s'apprend. Quand on est plus vieux, on n'a pas tout ce qu'on veut aussitôt qu'on le désire. D'accord? Tantôt, on parlait de l'enfant qui veut arriver déguisé et courir toute la journée. Ça, on fait une éducation de l'ordre du désir unique, là, uniquement le désir. Où est-ce qu'il y a l'éducation là-dedans, là, tu sais? T'apprends à vivre tes humeurs, puis, il faut apprendre aussi à les maîtriser, ces humeurs. Et quand vous parliez de donc apprendre aux enfants à vivre ensemble, est-ce que vous-même vous êtes formé à la communication non violente, la CNV, Marshall Rosenberg? Non, moi je suis pas formé, mais on le valorise. Il y a Faber Maslich aussi qui fait la même chose. C'est alors ça c'est très important pour l'aide au développement émotionnel. Et donc, comment l'adulte doit se comporter s'il veut que l'enfant lui parle, comment parler pour que l'enfant écoute, comment on s'adresse, ça c'est tout le côté émotionnel qu'il faut. Moi, je suis trop vieux pour avoir dépassé. Ces trucs-là sont trop récents, même si ça fait un temps qu'ils sont là. J'ai pas eu ces formations-là, mais j'encourage, j'essaie de l'intégrer à la formation. Pour que on développe, on apprenne. Il y a des techniques, ça s'apprend. D'accord. On peut ne pas l'avoir spontanément, mais ça s'apprend. Et du coup, on est parti tout de suite dans le vif du sujet, mais j'aurais aimé que vous vous présentiez un petit peu. Donc, vous avez été professeur au départ, et quand vous avez découvert la pédagogie Montessori, voilà, vous avez pris un virage, et voilà. Du coup, si vous pouvez expliquer un peu, comme ça les auditeurs entendront votre parcours aussi. Pour vous faire rire un peu, vous êtes prof à l'UNIF, vous formez des maîtres à l'enseignement régulier. Et puis tout à coup, alors moi j'étais spécialisé dans le développement de l'enfant, d'autres matières, mais créativité aussi, résolution de problèmes. Développement de l'enfant,
on enseignait Piaget, c'est l'auteur qui explique l'enfant, mais Piaget, c'est un auteur qui se prêtait bien à des étudiants en psychologie, moins bien des étudiants en éducation, parce qu'il explique l'enfant, mais il dit pas quoi faire. D'accord? Alors, moi, quand je tombe sur Montessori dans mes pérégrinations, là, je tombe sur Montessori. Alors, je me suis mis à enseigner Montessori plutôt que Piaget, parce que Montessori, c'est une éducatrice. Alors, c'est pas seulement ce que fait l'enfant, mais qu'est-ce qu'on va faire avec lui. Et puis, et sur le coup, les étudiants me regardaient, puis j'étais, un autre prof illuminé qui a eu le grand savoir. Et ça m'a quand même frappé. Puis alors, je me suis dit, en fait, il faudrait qu'il y ait des modèles. Puis à l'époque, au Québec, il y avait quelques écoles à Montréal, il n'y en avait pas à Québec. Alors, je me suis dit, je vais en faire une. Alors, j'ai démarré une école à Québec. J'ai envoyé mes premiers profs, c'était des étudiants qui étaient dans la salle de cours à l'université. Puis j'ai dit, il y en a qui veulent du travail. Je vais ouvrir une école, besoin de profs. Puis celle qui est venue, j'ai dit, tu parles anglais? Elle m'a dit, oui. Il faut aller à Toronto, suivre une formation d'1 an. Je la finance, là, mais... Tu es d'accord? Oui, oui. Jeune femme de 22 ans, partie là-bas. D'accord. Elle est revenue avec une collègue, là, et avec ça, on a parti une école. Et puis, en même temps, il y a un autre individu dans la même ville qui avait le même projet, qui en a ouvert une aussi. Et puis, alors, pour vous dire à quelle vitesse c'est allé, en ouvrant l'école, on avait 27 enfants. Alors, on a ouvert 2 classes de 3 à 6 ans, des petits. À Noël de l'année, donc 4 mois plus tard, on avait 42 enfants. On a acheté un édifice d'1 demi-million. On a fini l'année avec 52 enfants et on aura commencé la deuxième année avec 102. Ah oui, ça allait très vite. Alors, ça allait extrêmement vite et moi, je savais qu'il y avait un besoin dans la population. J'avais été parent, j'avais vu ce qui se passait. Je dis là, les gens veulent autre chose. Un peu comme actuellement, si je peux me permettre, là, en France, là, il y a un mouvement pour Montessori. Ça doit être le mouvement le plus fort au monde, là. Il y a du Montessori partout. Vous allez dans les librairies, c'est des murs de livres Montessori. Montessori, c'est fabuleux, quoi. Moi, j'ai des étudiants plein mes salles de cours. Il y a un énorme mouvement. C'est un peu comme ça au Québec. Les gens voulaient autre chose pour différentes raisons. Je ne m'attendrai pas là-dessus. Je démarre un truc. Je commence avec 2 classes. Je recommence l'année suivante avec 6 classes. Et puis, ça a continué ça a plafonné un peu, là. Et dans la ville, parce que l'autre individu il s'est mis à s'ouvrir des trucs Montessori. À un moment donné, il y en avait 13. En moins de 4-5 ans, il y en avait 13. La ville, il y a un mouvement qui a pris, là, un feu de brousse, là. Tu sais, c'est parti. Et moi, j'y participais. J'y participais de la façon suivante, c'est-à-dire, moi, mes professeurs, je les envoyais se former dans des centres de l'Association Montessori internationale, c'est-à-dire des centres reconnus comme, je dirais, les plus exigeants au niveau de la formation. Et puis, ça a fait que les institutions qu'on avait étaient relativement solides. C'était des bonnes institutions. C'était pas simplement je dirais, pour les 3-6, là, des garderies. On allait largement plus loin. On faisait ce que Maria a réussi à faire en 1907. Là, nos enfants apprenaient à lire, à écrire, à compter, tout ça par des jeux, des activités individuelles. Ils n'étaient pas... comment je dirais donc? Les gens pensent encore souvent que montrer à lire, écrire, compter à des enfants, ça suppose des apprentissages scolaires, comme on fait à partir du primaire. Pas du tout. Il y a plein de jeux, plein de façons de faire qui sont de l'ordre du ludique, qui apprennent. Les enfants, ils veulent apprendre à lire. Il faut mettre les conditions, puis ils vont apprendre à lire. Par un jeu, ils vont apprendre à lire. Et puis, donc au primaire, ça devient beaucoup plus
lire pour avoir accès à la culture. Ils veulent comprendre les phénomènes, donc il leur faut la lecture. Ça devient un instrument comme compter, tout ça. Alors moi, c'est comme ça que ça a été. Et puis, j'ai continué mon métier à l'université parce qu'en fait, je finançais l'école par mon salaire pour bâtir le truc. Développer le primaire, ça a été un peu plus compliqué. Ça a pris 6 années. Donc, on a commencé avec, ici, vous appelez ça le CP. Alors, on commence avec CP l'année suivante. Après le CP, c'est le CE. CE1, oui. CE1. Bon, puis comme ça, année après année, on a monté sur 6 ans. D'accord. Et au bout de 6 ans, on avait le primaire au complet. Mais on l'a fait prudemment pour vraiment installer les environnements, l'encadrement. Et puis, c'est devenu une institution dans la ville. Le ministère de l'Éducation se référait à nous quand il y avait des questions relatives à Montessori. On était une école phare là, pour... Et je dirais, au Québec, la plus grande réussite qu'on a pu avoir, c'est qu'en 2000 à peu près, ils ont fait une réforme du système qui allait très, qui transformait le système autrement. Des multiniveaux partout, qu'est-ce qu'il y a? Pédagogie par projet. Bon, quand ils font ça, ils sont à 2 pas de Montessori, là. Et puis, alors, pour moi, c'était une espèce de réussite. La culture était en train d'embrasser une approche qu'on avait décidé de faire, nous, 20 ans plus tôt, là. Bon, parfait. Il y a eu, comme toutes les réformes gouvernementales, il y a eu un backlash à un moment donné. On est allé jusqu'à un certain point, puis on est revenu sans revenir complètement à ce qu'on faisait avant, mais on vient, les réformes gouvernementales, ils sont par cycle comme ça. Et puis, parce que il y a une espèce d'inertie, le système, il ne peut pas changer. Ça va bien quand vous démarrez un système, mais quand il est installé, il y a toutes sortes de choses à influencer. Alors moi, je le voyais, mais je me disais, si la culture embrasse quelque chose qui est aussi proche que ce qu'on a fait, nous, 20 ans plus tôt, ben, tu te dis, bon, ben, mon truc a marché, j'avais vu clair. D'accord? Et c'est là que je me suis mis à me dire, c'est arrivé aussi des trucs qui m'ont fait me rendre compte que les enseignants, quand cette réforme-là est arrivée, il s'est mis à y avoir plein de colloques un peu partout pour voir comment travailler avec en fonction de cette réforme-là. Alors, on est allé, nous, à un colloque et on a présenté 4 ateliers à un moment donné. Et puis, d'autres ateliers étaient bondés. Parce que tout le monde savait que Montessori savait faire ça. Alors, il venait voir comment faire. Et si je peux me permettre, tout le monde est parti déçu. Pas parce que l'atelier était mauvais, c'est qu'ils voyaient qu'ils n'avaient pas la formation pour faire ça. Il faut que l'adulte apprenne à faire ça. C'est pas, je prends le livre à la page 4 puis je suis le livre. Il faut apprendre à faire ça. Et il y a une difficulté quand on apprend à faire ça, c'est qu'on n'a pas vécu comme ça nous-mêmes dans notre formatage et pas de cet ordre-là. Donc, il y a des transformations qu'on doit opérer pour être capable de travailler autrement. Quand on dit qu'il faut avoir confiance que l'enfant va bien répondre, oui, mais pas sans aide, pas sans encadrement, il faut être professionnel, quoi. Bon, alors, et à partir de ce moment-là, moi, je me suis dit, il faut que je vais retourner à former des profs, mais je vais former des profs Montessori. C'est à ce moment-là que vous avez eu le déclic et que vous avez eu envie, du coup, de mettre en place la formation. C'est ça. Je retourne à ce que je faisais et je vais recommencer à former des profs. Et pour moi, personnellement, c'était compléter une boucle professionnelle. J'avais commencé à former pour un système qui fonctionnait mal. J'ai trouvé pourquoi, j'ai développé la réponse et là, je vais former à cette réponse-là. Et je le fais plutôt en France parce que pour avoir suffisamment d'élèves dans ma salle de cours, parce qu'on est en parallèle du système, là, on est dans des démarches actuellement pour intégrer le système universitaire. Mais en attendant, faut se financer, faut être capable de survivre, quoi.
Et puis, ça se fait bien. Là, on y arrive bien. On forme actuellement 46 profs. Et il y en a 42 en admission là, pour la prochaine formation. Alors, puis à Montpellier, il y a un autre centre et eux, ils en ont une quarantaine aussi. Il y a quand même beaucoup de profs qui se forment de ce temps-là pour le primaire. Parce qu'il y a aussi de la formation pour le 3-6 ans, les plus jeunes. Oui. Et pour les 0. Et il y en a une formation, là, on est en train de discuter de ça, pour élargir la formation pour les 12-18, pour les ados. Ah oui. Des gros problèmes à l'adolescence. Pas seulement en France, là, mais les ados, on répond mal à leurs besoins de base. Là, ce qu'un ado essaye de faire pour devenir l'adulte, là, on y répond peut-être pas de la meilleure façon. Et ça fait combien d'années, excusez-moi, ça fait combien d'années du coup là que vous avez que la formation 6-12 à Archamps elle existe? En 2013, Archamps. 2013, d'accord. Ouais, 2013. Oui. Et vous avez... Montpellier, je pense, c'est 2016. Et du coup, vous avez envie aussi d'élargir au 12-18? Ça serait le prolongement logique pour vous? Ah, il y a des... Il faut que j'appelle quelqu'un là, qui avait une réunion à Lyon pour voir s'il n'y aura pas l'été prochain la formation 12-18. Ah oui, donc c'est un projet qui va bientôt se réaliser. C'est un projet qu'on doit réaliser. Là. Oui. Il y a de la demande. Il y a plein de projets qui veulent s'ouvrir pour les collèges. Là. Ils veulent ouvrir des collèges Montessori. Mais où sont les profs? Ben oui. Il faut qu'il y ait des gens formés. Puis, la formatrice la plus proche, elle est en Suède. Alors, c'est d'approcher cette dame-là pour essayer qu'elle veuille bien donner de la formation. Ah oui. Alors, je dois avoir l'information, moi, s'il y a une chance que ça se fasse. Les autorités de l'AMI sont tout à fait favorables. Alors, il faut trouver le formateur qui va lancer ça. Et il y a des gens comme Sylvie Coffre, ici à Cruzeil, qui a 5 ans d'expérience, là, qui commence à savoir bien comment faire ça. C'est différent. Mais les enfants, en bout de ligne, la grande différence, c'est que en termes de culture, de connaissances, sont certainement aussi qualifiés que des enfants d'un système régulier, sinon plus. Mais c'est plutôt leur attitude personnelle, leur personnalité qui est plus forte. Ils s'appartiennent plus. Ils font des choix plus personnels sur leurs orientations. Ils ont un jugement personnel c'est-à-dire ils ont un jugement beaucoup plus personnel que un jugement qui est demandé de personnes extérieures à eux. Parce ils vivent comme ça. Et ça, c'est vraiment les axes que vous essayez de développer en formant des adultes pour les enfants, pour accompagner les enfants de 6-12. C'est vraiment ces deux axes-là. Enfin, est-ce qu'il y en a d'autres ou c'est... Lesquels, là? Nommez-les-moi, les axes. Eh ben, ce que vous venez de dire, là, le fait que l'enfant puisse... donc, il y a les connaissances, les savoir-faire, mais les savoir-être. C'est ça, des savoir-être, et des savoir-être pour soi, savoir-être en société, tous ces savoirs-là doivent être là parce qu'on travaille pour une personne complète. C'est-à-dire, la prémisse, c'est que l'enfant s'auto-construit, l'être humain s'auto-construit. C'est lui qui met les briques à la personne qui va devenir. Dans n'importe quel système, dans les systèmes réguliers, il va attraper des choses, il va vivre quand même avec d'autres, il va se construire. Donc, c'est ça notre principale prémisse. C'est une observation des êtres humains. C'est fondé sur une anthropologie de l'être humain qui montre que les enfants se construisent et qu'ils le font par étapes. Il y a des grandes étapes, et là, aujourd'hui, on voit que les neurosciences ont confirmé tout ce que Maria Montessori avait pu observer de l'extérieur. Les neurosciences ont tout confirmé de l'intérieur ce qui se passe. J'allais vous poser la question. Les enfants ont des périodes sensibles. Les enfants ont des périodes sensibles, c'est-à-dire un intérêt pour certaines choses à certains âges, puis ils savent qu'au niveau neuronal, c'est que le cerveau est en train de développer ça. Ils ont une sensibilité au langage et tout ça. Mais les neurosciences n'ont pas beaucoup avancé chez les 6-12 pour le moment. Ils vont le faire, là, mais il se passe autre chose. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a une hormone
qui déclenche la transformation de l'individu vers ce qu'on appelle le second plan, ce que Piaget appelait le stade opératoire, que Freud appelait période de latence et tout ça. Les psychologues s'entendent sur le fait qu'il y a des stades. Mm-hmm. C'est pas en continu. C'est des stades, c'est des façons d'être pendant un temps qui se transforment. Il y a une hormone qui déclenche le second plan. Ah oui. Elle commence à apparaître vers 5-6 ans. Et là, l'enfant devient grégaire. Il devient esprit raisonnant avec l'imagination. Il veut comprendre les phénomènes qu'il ne voit pas. Il veut les comprendre. Il raisonne les choses. Il devient très moral. Il cherche à voir son enseignant ou ses parents sont justes ou pas justes. Alors son développement moral est progressif de 6 ans à 12 ans. À 12 ans, il y a d'autres hormones qui arrivent et là, l'adolescence est enclenchée. Il faut procéder encore autrement. Parce que j'ai affaire à quelqu'un qui est complètement autre. C'est pas la même chose. Donc vous accordez de l'importance aux neurosciences, et vu qu'elle confirme ce que Maria Montessori avait dit à l'époque, et est-ce que vous intégrez du coup, comme c'est assez récent, est-ce que vous intégrez ça au programme de formation 6-12? C'est plutôt que le programme de formation 6-12, par la façon avec laquelle il est fait, intègre déjà ça. Oui, d'accord. Confirme ça. Ouais. Les neurosciences confirment Montessori. Si vous dites de M, là, puis il vous parle de comment on doit travailler avec les jeunes enfants, il va vous dire, travailler comme Montessori fait. C'est comme ça qu'il faut faire. Vous avez dit Stanislas Dehaene? J'ai bien entendu? Oui. Oui, d'accord. Oui. C'est ça qu'il va vous dire. Ça va dans le sens... En fait, ces gens-là regardent l'organisme. Ils disent comment l'organisme fonctionne. Comment les systèmes nerveux se développent. Puis là, on s'aperçoit qu'il y a des règles à suivre. Alors, il faut qu'il y ait le libre arbitre. Il faut que l'individu, si vous voulez que le développement se fasse de façon optimale, il faut que l'individu ait des choix. Quand il est tout petit, peut-être des choix moteurs. Ou si un individu plus jeune n'a pas l'occasion de parler beaucoup, il ne faut pas s'attendre à ce que son cortex langage se développe autant que s'il y a du langage autour de lui. D'accord? C'est ça que les neurosciences nous disent. Ils regardent l'organisme. Ils ne regardent pas l'organisme. Ils regardent l'organisme, ils regardent quels sont quelles sont les qualités que l'on doit respecter pour qu'ils se développent de façon optimale. Les neurosciences nous disent comment faire aujourd'hui. Et ça confirme Montessori. Très bien. J'imagine en autant qu'on fasse Montessori correctement, là, parce qu'évidemment, il y a toutes sortes de raccourcis qui se présentent, là, qui vont exister. On est sur la planète Terre, alors il y a toutes sortes de choses qui peuvent être faites. On vit en société libre, alors il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Oui, donc du coup, vous rajoutez pas les neurosciences, c'est ce que vous faites déjà, en fait. Voilà, je comprends du coup la différence. Ce qu'on fait, les neurosciences, c'est pas une méthode pédagogique. C'est une science biologique. Je vous explique comment et nous, on est dans la science pédagogique. On fait des choses, et si on les fait correctement, on répond aux attentes des neurosciences. Ils nous disent comment le système nerveux fonctionne et comment il fonctionne de façon optimale. Si on fait bien ce qu'on fait, on est en train de répondre directement et littéralement à ce que les neurosciences attendent. J'ai lu une phrase hier dans un livre sur les neurosciences cognitives dans la classe, et cette phrase, c'était « Les enseignants sont co-auteurs de la plasticité cérébrale de leurs élèves ». Du coup, j'aurais bien aimé savoir si cette phrase vous fait rebondir. Et puis le co-auteur, ça me faisait penser aussi au lien entre école et famille. Vous voyez ? Alors, cette phrase, vous avez dit cette phrase j'aimerais savoir en fait si elle vous fait réagir. La phrase, c'était « Les enseignants sont co-auteurs de la plasticité cérébrale de leurs élèves ». Oui. Et vous avez réagi comment, vous avez dit ? Le mot co-auteur, moi, ça m'a fait penser au lien, le rôle de la famille et le rôle de l'école. Mais j'aurais bien aimé avoir votre point de vue, du coup, sur cette phrase.
Et qu'est-ce que ça veut dire, la plasticité? Comment est-ce qu'ils ont dit ça? La plasticité cérébrale. Ouais. On veut dire quoi par ça, là? Vous savez, le fait que notre cerveau se réorganise tout le temps en fonction de notre environnement, des nouveaux apprentissages, voilà. Oui. Alors, co-auteurs, alors, qui sont les auteurs? Il y en a 2 au moins, là. Qui sont-ils? Alors, l'individu lui-même, peut-être? Oui, je pense l'enfant lui-même, et puis moi, j'avais pensé aux parents et aux enseignants. OK. Alors, quand ils sont co-auteurs, qu'est-ce qu'on veut dire, là? Je vous fais analyser la phrase, là. Je vous fais analyser la phrase, parce qu'on dit co-auteur. Alors, quand on parle de l'individu lui-même, ça va être par ses efforts, par ses engagements, ça va être lui. Alors, Maria Montessori avait référé à Woodworth qui avait dit l'enfant est le père de l'homme. Mm-hmm. D'accord? Parce que l'homme qui va devenir, c'est l'enfant qui le construit. Mm-hmm. D'accord? Alors, quand on dit co-auteur, qu'on dit, OK, d'accord, l'enfant va se construire, d'accord. Et là, il y a l'environnement, vous dites la famille. Mais en quel sens ils sont co-auteurs? Ils sont ce qu'on a appelé généralement l'environnement qui va servir à l'enfant à se construire. Si on ne fait pas attention, vous allez dire, bon, l'adulte va river dans la tête de l'enfant tel principe, parce qu'il est co-auteur, donc je tape dessus. Moi, je ne marche pas ça. Alors, l'enfant est l'auteur de lui-même. Co-auteur, là, moi, je n'irai pas là. Mais l'enfant a besoin, et de façon, a besoin d'un environnement. Parce qu'il ne peut pas se développer sans objet d'engagement. Il faut qu'il... Bon. Alors, ça peut être humain, ça peut être physique, ça peut être les phénomènes, ça peut être les amis, ça peut être la nourriture qu'il mange, l'air qu'il respire, ce qu'il voit autour de lui. Bon, si vous entourez un enfant de culture... regardez, je vais vous donner une anecdote d'une école. J'avais un prof à Québec qui travaillait avec les 3-6 et puis qui choisissait un compositeur. Chaque mois, il avait un compositeur. Donc, ils allaient avoir des petites périodes d'écoute de musique. Alors, dans un mois, c'était Bach. Bon, alors ils allaient étudier un jour ou écouter des fugues de Bach. Alors, pour qu'ils comprennent bien ce que c'est qu'une fugue, on en joue une, on en joue deux, on en joue trois, puis là, on s'aperçoit qu'il y a un motif, là, il y a quelque chose qui revient. Donc, ils ont une idée de fugue. Alors, là, c'est l'anecdote qui est un peu rigolote, là. Le soir, quand les parents viennent chercher l'enfant, un des enfants, l'enfant lui dit, « Maman, est-ce que ce soir, on pourrait écouter les fugues de Bach qu'on a à la maison? » Tu sais, ça fait très bien, quoi. Tu sais, on est une école avec des enfants qui demandent les fugues de Bach. Waouh! Bon, toujours éthique, les parents, d'accord, ils ont sorti ce qu'ils avaient, puis l'enfant écoutait ça. Et l'enfant, le lendemain matin, a déclaré à Isabelle, qu'elle s'appelait l'enseignante, là, a déclaré que les fugues que l'on a à l'école sont meilleures que celles à la maison. Et l'enfant de 4 ans était devenu critique musical. Faut dire que des enfants de ce temps-là ont des super oreilles. Hein. Jusqu'à 6 ans, les enfants ont des super oreilles. Donc, les petites nuances, là, ils étaient bons. Mais ils pouvaient déclarer que celle-là était meilleure que les autres. Là. Bon, parfait. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu de fugue, comment cet enfant-là aurait-il développé la capacité de discriminer une fugue d'une autre ou un son d'un autre? Il a fallu qu'il y ait quelque chose de l'environnement. Et dans l'environnement, quand on est co-auteur, le côté auteur, c'est qu'on a choisi ce qu'on met dans l'environnement. Quand on est éducateur, on choisit ce qu'on met. On ne laisse pas ça aléatoire. On choisit un environnement, une façon d'être, on choisit ce que les enfants vont manger, on choisit ce qu'ils vont voir, on choisit ce qu'ils vont vivre comme expérience, et ainsi de suite. Donc, dans ce sens-là, auteur, oui, d'accord, mais le principal auteur, c'est l'enfant lui-même. Et vous allez penser à ce que vous allez mettre autour. Quand vous êtes éducateur, vous allez choisir ce qui
dans ce sens-là, d'accord, je veux bien la co-auteur, là. Okay? Parce que vous allez choisir. Et quand vous choisissez une chose, ben il y a une autre que vous n'avez pas choisie. Alors, il faut voir ce que vous allez choisir. Marie Montessori a choisi pour ses environnements les principes, je dirais, fondamentaux de la culture, de sorte que, et elle voit au primaire les activités comme étant des clés qui permettent de comprendre la culture. Donc, si je fais l'étude du climat sur la Terre, comment je vais faire ça? Ben, je vais étudier les vents. Je vais montrer d'où viennent les vents. Comment se fait-il qu'il y a des vents sur la Terre? Bon, ça va avec le soleil qui plombe et quand il y a de la chaleur, l'air monte. Alors, si l'air monte, ben, il doit être remplacé. Donc, si vous êtes au sol, ben, le vent, c'est l'air qui remplace l'air qui a monté. Bon, ben, ça crée les vents. Il peut montrer comment tout ça fonctionne. Un enfant du primaire, 9-12 ans, va chercher à comprendre. Il va pouvoir comprendre comment tout ça fonctionne. Et à ce moment-là, il va comprendre la météo à la télé. Comment est-ce que les bulletins météorologiques fonctionnent. D'accord? Alors, quand vous faites tout ça, vous avez donné une clé à l'enfant pour comprendre ce qui lui arrive. Pourquoi le ciel est bleu? C'est une question de l'enfant. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi il n'est pas noir? Pourquoi il n'est pas blanc? Pourquoi il est bleu? Bon, ben, c'est la diffraction de lumière. Il y a un phénomène qui fait ça. Donc, il y a moyen d'expliquer ça à un enfant. Si vous faites ça, ben, vous donnez des clés. Ça, je donne en géographie parce que ça explique bien là, ce que c'est. Mais si vous faites en mathématiques, pourquoi on fait, je sais pas moi, multiplication, toutes les opérations, d'accord, on s'en sert tout le temps, on additionne les choses, on les multiplie, on va aller jusqu'aux puissances, on va aller jusqu'à l'algèbre. On fait de l'algèbre au primaire, sans problème. Il n'y a aucun enfant qui a fait son primaire Montessori qui a des difficultés avec l'algèbre quand il arrive au collège. Il n'y en a pas. C'est presque impossible à cause de la façon avec laquelle on fait ça. C'est vraiment pas sorcier. Oui, puis le matériel est très concret aussi. Oui, mais dans le cas des maths, c'est fonction de la façon, c'est fonction de l'écriture. Si vous faites faire des multiplications des enfants et qu'à un moment donné, vous pouvez dire, bon, je veux faire 14 fois 15. Ou, mettons, même 14 au carré, là, pour faire ça plus simple. Là. 14 au carré. Ben, on peut dire que 14, c'est 10 plus 4. Donc, je peux faire 10 plus 4 au carré. OK? Bon. Si ça, je l'écris comme, d'une certaine façon, qui devient le premier terme au carré, 10 au carré, c'est facile, tu fais ça. OK? Et si je fais le dernier terme, 4 au carré, ça fait 16. OK? Puis là, je sais que il faut que je multiplie le premier par le second, puis le second par le premier. Donc, 2 fois le produit des extraits qu'on dit en mathématiques. Là. Alors, j'ai 14, 4 fois 10, 40, 2 fois 80, plus 80 donc. Si j'écris tout le temps mon problème comme ça, puis que j'en ai fait, je ne sais pas combien, là, puis je l'ai bien écrit sur ma feuille de papier, c'est très simple après de s'apercevoir que je l'écris toujours de la même façon. Alors, si tu dis à un enfant, c'est toujours comme si le premier terme, donc A, alors je vais mettre la lettre A pour dire ça représente mon premier terme, puis l'autre, je vais l'appeler B. Puis là, je le développe de la même façon. Il a appris que A plus B au carré donne A2 plus 2B plus 2AB plus B2. On apprend ça en 5e, là, je pense, au collège. Là. Mais un enfant de CM est capable de comprendre ça. Mais simplement par la façon d'écrire. Oui. Alors, je suis pas en train d'enseigner l'algèbre comme je le fais en 5e. Mais je suis en train de le faire travailler d'une façon qui va faire que ça va être très simple de passer à des lettres. Ce qui fait tomber les gens quand ils arrivent à l'algèbre, c'est que tout à coup, c'est des lettres, tu te dis d'où ils viennent. De quoi ils parlent? Pourquoi ces lettres-là? On laisse tomber parce que c'est des lettres.
Mais en fait, on est en train de vous montrer un algorithme. Les lettres remplacent toutes les formes de multiplication qui finalement se font toujours de la même façon. Là. C'est la façon. Quand on utilise les lettres, c'est qu'on montre la façon. Oui. D'accord? Ouais, mais du coup, ça a plus de sens aussi. Ça a plus de sens. C'est qu'on n'a pas perdu le sens. C'est pas plaqué, déposé. On y arrive. Ça sert à quelque chose. Et j'aimerais vous demander maintenant quels sont vos projets pour les 5 prochaines années. Donc vous en avez déjà un petit peu parlé par rapport à la formation, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que vous pourriez nous dire vos projets? Vous savez ce que ma compagne dit? Ça fait un bon 35 ans qu'on est ensemble. Là. Quand elle parle de moi à propos de projet, là, elle dit Benoît, quand il était jeune, je suis certain qu'il a eu peur de s'ennuyer. Effectivement, je me suis ennuyé. Et puis, j'ai besoin de projets. C'est vital, c'est existentiel. Donc, j'ai pas de problème avec les projets. Quand il n'y en a pas un, j'en invente un autre. J'ai peur du vide, quoi. Tu sais, un psychanalyste aimerait peut-être, je serais un beau client pour eux, là, parce que qu'est-ce que c'est ce problème de vide qu'on veut chaque fois remplir? Et en même temps, on est aussi, on est très sollicité actuellement avec Montessori en France. On me demande régulièrement si j'irais pas donner une formation. On m'a demandé avant-hier d'aller en donner une à Paris. On m'a demandé il y a 3 mois d'en donner une dans le coin de Bordeaux. On va en faire une à Québec. Tout le monde veut. Ils viennent te voir. On va ouvrir un campus pour les ados. Donc, je me mêle de ça. J'ai une équipe avec qui je travaille. Non, c'est quoi les prochains projets? Je ne sais pas. Je vais essayer de... Je pense que on a, en 3 formations, on a un centre qui a une façon d'opérer vraiment excellente. On travaille bien. Les gens sont pas mal dans leur peau. On arrive, je pense, à les transformer suffisamment, pour être capable de travailler différemment avec les enfants. Pour vous donner une petite anecdote, là, dernièrement, on s'est mis à parler un peu des examens qu'on allait avoir à la fin là, pour certifier quelqu'un. Et là, mes étudiants sont devenus formatés, la panique des examens. Et puis là, il faut se préparer. Puis là, il faut se préparer à la dernière minute. Là, tiens, on va se remplir. C'est bon, c'est revenu. Maintenant, je suis habitué, ça avait fait ça l'autre cours. OK, quand on va arriver à ces questions-là, ils vont tomber sur leur ancien formatage et il faut que je les travaille parce que on peut montrer à la question des examens autrement. Les examens, c'est pas un truc comme vous avez vécu. On peut vivre ça autrement. C'est nécessaire. Il faut qu'il puisse vous qualifier. Si vous engagez un ingénieur pour faire un pont, vous ne voulez pas que le pont tombe. Si vous allez voir un médecin, vous voulez être sûr qu'il connaît vos maladies, les remèdes, tout ça. Alors nous, quand on travaille en classe, on veut être sûr que le prof, il sait ce qu'il va faire en classe. Donc, à un moment donné, il y a un examen mais il y a moyen de vivre ça autrement. Alors, on les prépare à ça. Pour qu'avec les enfants, ils puissent travailler eux-mêmes autrement. Donc ça fait partie des projets courants, des trucs qu'on est en train de faire pour des gens qui font du 6-12. Pour faire du 3-6, c'est différent. Pour faire des ados, différent. Je suis un peu mêlé à ce qui va se passer avec les ados, mais c'est pas évident de travailler autrement avec les ados. Là. Il y a beaucoup de choses à faire et à construire. Il faut construire, dans mon cas, une suite, une pérennité j'ai 70 ans. Je suis pas... j'achève, quoi. Moi, ma vie, là, je l'ai faite, elle a bien marché. Je suis très content de ce qui se passe. Ça m'anime, ça m'enrichit. C'est bon. Je me retourne chez moi fatigué, mais très content des 2 semaines qu'on vient de faire en séminaire. Humainement, ça fonctionne bien. On réussit à humaniser ce truc-là. Et j'ai travaillé à l'université à former les maîtres. On n'arrivait pas à ça. À 3 heures par semaine par cours, là, on n'a pas assez de temps avec les étudiants pour toucher l'humanité de tout ça. On travaille leur tête, on ne travaille pas leur être, ou trop peu. Nous, on est capable, je pense, on est capable de toucher à l'être pendant la formation. Et puis, les mettre sur suffisamment de pistes pour que
pour qu'ils soient capables eux-mêmes de mettre ça en place ensuite. Et pour ça, on a développé un autre projet, on a développé un système avec la Fondation pour l'école à Paris qui cherche à aider les écoles à installer, à faire de la qualité. La Fondation pour l'école s'occupe de qualité des écoles, elles le font pour les écoles régulières. Ils nous ont approchés, on a travaillé ensemble pendant 2 ans à mettre au point un instrument pour Montessori en particulier. Comment on fait de la qualité Montessori? Parce qu'on peut faire n'importe quoi. C'est une entreprise humaine, hein? Donc, il y a tout qui sont contraires qui peuvent se faire. Mais nous, si on veut aider quelqu'un à le faire, ben, on a presque un livre de recettes. Suivez ces recettes-là. Vos enfants vont être comme on vous en a parlé. Et s'il y a 10 écoles, 12 écoles en France actuellement sont en train de mettre ça en place, alors on s'attend à ce que chaque année, il y en ait 12 de plus. Oui. De fil en aiguille, alors ça fait partie des projets à venir, ça. C'est de fil en aiguille, c'est qu'il y a un réseau de bonnes écoles. Qu'il y a un cas, puis à un moment donné, qu'il y a comme un mouvement, qu'on soit qu'on baigne dans la question d'excellence pour nos enfants, qu'on soit en train de faire des trucs qui vont bien, puis qui fait que professionnellement, les profs se réalisent, que les enfants, eux, grandissent bien, que les familles soient contents de ce qui arrive à leurs enfants, et ainsi de suite. Là, c'est s'assurer de ça. Plutôt que de juste former, et tu sais, ça pourrait être un coup d'épée dans l'eau. On forme, là, mais on ne sait pas ce qui va arriver après. Là, on soutient ce qui va suivre. Oui, c'est une sacrée mission. Ben, c'est une mission, puis c'est ça, les projets. Oui. C'est ça. Et la question que je me pose, c'est, du coup, toutes ces formations, donc voilà, c'est en dehors de l'éducation nationale. Est-ce qu'à un moment dans votre vie, vous avez eu envie de former des professeurs des écoles qui dépendent de l'éducation nationale? Ben, vous savez, au Québec, ça a pris 15 ans, et là, il y a une école publique qui a transformé Montessori. C'était la 2e au Canada, maintenant il y en a plus. Oui. Et on sait que l'éducation nationale, il y a des trucs qui vont se faire à Paris. Je pense qu'ils vont former pour le 3-6 des gens qui vont être dans le milieu de l'éducation nationale. On a fait des représentations avec la nouvelle loi, là. On a fait des représentations auprès du cabinet du ministre de l'Éducation, M. Blanquer. Et il y avait sur le groupe qui représentait Montessori, il y avait un groupe qui s'appelait Public Montessori, oui. Des gens du secteur de l'éducation nationale qui s'intéressent et veulent implanter ça. Il y a toutes sortes d'efforts qui sont faits là. Le seul enjeu qui, pour moi, est très important de tout ça, c'est la qualité. Et pour la qualité, il n'y a pas de compromis à faire. Vous ne pouvez pas faire de compromis. Si vous faites des compromis, vous n'aurez pas la qualité. Oui. Il faut être sûr que ces gens-là, on leur donne les conditions pour faire de la qualité. Il faut qu'ils puissent faire correctement. Oui. Il y a eu un projet en France que Céline Alvarez avait piloté. À Gennevilliers, oui. Ah oui, alors elle avait piloté ça, elle a eu d'excellents résultats, et puis ça a fermé. C'était dans le secteur éducation nationale. Oui. Alors, c'est pas nécessairement facile d'instaurer quelque chose dans le système régulier. Il faudrait que le système, je pense que c'est dans les vues du gouvernement actuel avec le ministre que vous avez, d'instaurer un petit peu de flexibilité dans le système, qu'il y a moyen d'avoir des projets ciblés qui, au Québec, vous pouvez avoir des écoles, par exemple, vous pouvez avoir des écoles publiques Freinet, vous pouvez avoir des écoles publiques Montessori, vous pouvez avoir des écoles publiques sport-études, art-études, internationales, publiques, tout ce monde est public. Il y a plus de liberté au Québec qu'en France? Ben, je pense qu'au niveau des structures, il y a plus de flexibilité. Alors, les gens peuvent se regrouper puis décider de faire un projet, puis bien l'étayer, et là, ils risquent d'avoir les conditions pour le faire. Mais si on leur donne la moitié des conditions,
qu'il leur faut pour vraiment réussir, ben ils réussiront pas. Oui. Et ça va retomber. Il va y avoir beaucoup. Donc, il faut être sûr qu'on les prépare bien, on les prépare avec beaucoup d'attention et on met le personnel qui est capable de le réaliser. Il faut être professionnel, quoi. Mais il faut aussi que le système permette des expériences, des avancées. On essaye quelque chose, est-ce que c'est faisable? Mais que le système régulier le fasse. En d'autres mots, Montessori, c'est pas pour tout le monde, quoi. Il y a du Montessori en Chine, il y a du Montessori en système communiste, il y a du Montessori. C'est une façon de travailler avec l'enfant. C'est pas une façon réservée à une couche sociale ou je sais pas quoi, là. Oui, donc vous avez concentré vos forces sur la formation, donc en dehors de l'éducation nationale, mais vous êtes convaincu que l'idéal, ça serait que tous les enfants puissent en profiter, peu importe si c'est public, privé. Vous savez, moi, ce que je pense, il faut que ça soit disponible, oui, mais je ne crois pas que ce soit une panacée. Parce qu'il y a une autre, comment est-ce qu'on dit ça? Donc, il y a une autre variable qui joue. Et moi, je vais manquer de batterie, là. Il me reste seulement 5%. Oui. D'accord? Oui. Il y a une autre variable qui joue, ce sont les valeurs de la famille. Les valeurs de la famille ont toujours préséance sur toutes les autres. Et il y a des valeurs familiales qui ne correspondent pas à celles que préconise Montessori. Alors, ces enfants-là, j'en ai vu, ils sont en porte-à-faux à l'école. D'accord? Alors, il faut essayer d'avoir des solutions qui sont adaptées, qui répondent à des valeurs que la famille endosse. Et quand la famille endosse, l'enfant se reconnaît là où il va et ça va bien. D'accord? Pour qu'il y ait une cohérence. Penser que Montessori va répondre à tout le monde, c'est une panacée. Ça n'existera jamais, ça. D'accord. Il n'y a pas de modèle qui... c'est pas vrai qu'il y a un seul modèle. Montessori ou n'importe quel autre. Il n'y en a pas un. Il y a toutes sortes de solutions. Merci beaucoup Benoît pour pour cette interview, c'était vraiment passionnant. Avant que ça coupe de votre côté, est-ce que vous pourriez nous dire un livre dont vous aimeriez parler? Un livre. Un livre en général ou un livre Montessori? Plus au niveau de l'éducation, oui, pas ça. Pour Montessori, je vous recommanderais un ouvrage sur lequel j'ai travaillé qui s'appelle L'enfant et l'avenir de l'homme. Et là, vous avez Montessori en 1947, je crois, 46, donc à la fin de sa carrière, qui une espèce de synthèse de toute une vie, là. D'accord. C'est un très bel ouvrage, ça se lit bien, c'est enthousiasmant. Elle qui avait un langage terriblement fleuri au début de sa carrière, terriblement nouveauté, recherche. Dans celui-là, c'est plus une synthèse. Le langage est moins fleuri, mais tout aussi inspirant. Et c'est très, très bien structuré. On comprend très bien ce que ça veut dire. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. On pourra continuer, mais cette fois-là, je vous parlerai de Québec parce que je vole vers Québec demain. D'accord. Eh bien, merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée. Si ce premier podcast vous a plu, je vous invite à me laisser un petit message ou une note 5 étoiles sur iTunes. Et voilà, vous pouvez m'aider aussi, vous, à faire connaître le podcast en partageant sur vos réseaux sociaux. Et j'ai vraiment adoré cette première expérience et j'ai vraiment hâte de la renouveler. Donc à très vite pour un nouvel épisode.